Pour le dire encore autrement, il y a dans la tradition juive, il y a dans le judaïsme d'aujourd'hui tel qu'il s'incarne en Israël, un immense art militaire, un immense art pastoral, la double science de gagner les batailles et de guider le troupeau humain à la manière dont cela se pensait dans les textes bibliques. Ces deux sciences-là ont ici leurs plus extraordinaires experts. En revanche, ce mixte d'art pastoral et d'art militaire, dont les prophètes nous disaient, comme le diront les philosophes grecs, ce mixte des deux, qui devrait être l'art politique, ce mixte de l'art militaire et de l'art pastoral qui s'appelle l'art politique, et qui consiste à surprendre, qui consiste à faire événement et à trouer l'histoire, qui consiste à faire l'histoire et à ne pas se laisser faire par elle, ce mixte-là, on ne peut pas dire que ce soit le point fort de ce pays. Or, si la situation est celle que j'ai décrite, la situation de ce double piège occidental et arabo-musulman, c'est pourtant bien de cela que l'on a aujourd'hui besoin. Une résurrection de ce mixte de l'art pastoral et de l'art politique, ici à Jérusalem, dans la forme du politique. Qu'est-ce que ce serait, cette résurrection de l'art politique? Qu'est-ce que ce serait une approche véritablement politique, pas militaire, pas pastorale, pas seulement gagner les batailles, pas seulement compter sur le Messie qui est peut-être déjà là. Qu'est-ce que ce serait une approche politique des questions qui face tomorrow, et en particulier de la question la plus brûlante de tous, évidemment, qui est la question palestinienne. Permettez-moi de vous dire que poser politiquement la question palestinienne, la poser politiquement, cela consisterait, et c'est ceci qui n'a pas été fait, à mon avis, ni par les intellectuels, mais ni surtout par les politiques, ces dernières décennies, cela consisterait à renverser, terme pour terme, le paradigme sur lequel fonctionnent ici et ailleurs et en diaspora les femmes et les hommes de bonne volonté. On parle de la paix comme d'un processus. Parler politiquement de la paix, ce serait en parler comme d'un événement, pas un processus qui va durer des années, d'où on peut s'échapper à tout instant, qui suppose des bifurcations, qui suppose des bretelles, des déviations, par où l'on peut et par où l'on sait d'avance. Nous le savons aujourd'hui, d'où l'on sait d'avance qu'un jour on s'échappera, je pense, à la partie palestinienne. Renverser terme pour terme le paradigme, cela veut dire aussi considérer la question de la paix non pas comme une collection d'éléments, mais comme un bloc. Vous savez comment toutes les tentatives, parfois magnifiques, héroïques, je pense à Oslo et je pense à Ehud Barak en 2000, vous savez comment elles ont achoppé sur ce fait très simple, que dès lors que l'on laissait de côté des questions que l'on supposait trop épineuses pour ne pas empêcher un consensus, eh bien ces questions-là, comme le refoulaient dans l'inconscient freudien, elles revenaient très vite et faisaient échouer l'ensemble de la mécanique. La paix, la pensée politiquement, c'est la pensée comme un bloc. Je crois que cela consiste aussi, parler politiquement de la question palestinienne, parler politiquement de l'avenir d'Israël, cela consiste à penser en termes d'événements, en termes de blocs, et ça consiste à ne plus peut-être penser en termes de dialogue, de double reconnaissance, cet interminable processus où l'on est comme des figurants d'un grand théâtre hegelien, où l'on rêverait de recevoir la reconnaissance de l'autre. Peut-être qu'il faut sortir aussi de cette logique-là, et peut-être faut-il entrer dans une logique véritablement politique qui consisterait à offrir une solution de paix. En clair, ce que je crois,
c'est que réinjecter de la politique dans ses affaires, afin de desserrer le double piège dont je vous ai dit un mot, cela veut dire quitter cet univers sentimental, cet univers pathétique où ont trop souvent baigné les réflexions sur la paix. S'aimer, devenir amis, je ne crois pas. Faire la paix, pas l'amour. Et faire l'amour peut-être après, bien sûr, s'aimer ensuite, d'abord la paix. Cela voudrait dire concrètement, je crois que l'on peut rêver à voix haute, on peut rêver d'une classe politique israélienne, d'un chef de gouvernement ou d'un chef d'État qui, après consultation, naturellement, qui affirme haut et clair, sans dialogue, haut et clair, l'évidence, la nécessité du fait national palestinien, son évidence en tout cas, qui ensuite en définissent à la fois le principe. Le fait national palestinien, ça ne peut pas être le droit au retour, dans son principe, qui voudrait dire 2 États palestiniens et non pas un, naturellement, qui en définissent les frontières compatibles avec la sécurité d'Israël, qui en définissent le régime, État démilitarisé ou non, et qui, fort de cette offre, on pourrait imaginer, je rêve pour ma part, d'une grande conférence convoquée ici, à Jérusalem, pas aux États-Unis, pas à Paris, à Jérusalem, par les autorités israéliennes, rassemblant les parties prenantes au conflit, les États arabes modérés, les alliés occidentaux, et venant rendre public non pas ce processus, non pas ce cheminement, non pas ce long travail pathétique et lacrymal de la double reconnaissance, mais cette offre claire de paix. Si cela était fait de 2 choses l'une, ou bien cet acte-là, c'est la seule définition d'un acte politique, un acte décisif, un acte présentant la paix comme un bloc et en faisant un événement. Première solution, ça marche. L'auteur de cette offre-là, tel un nouveau De Gaulle, change la donne, renverse la table et en quelques mots, en quelques phrases, change le paysage géopolitique pour autant qu'il tourne autour d'Israël. Si ça ne marche pas, si les États arabes modérés refusent de se reconnaître dans un plan qui serait vraisemblablement le leur, si la partie palestinienne confirme ce que certains d'entre nous savons depuis longtemps, à savoir que l'État, ils n'y tiennent pas tant que ça et que c'est peut-être pas ça leur véritable souci, si ça ne marche pas, au moins le monde sera-t-il pris à témoin? Les autres seront-ils mis au pied du mur? Et dans cette guerre qui se livre sur tous les théâtres sans exception, et où il convient à chaque fois de garder la supériorité stratégique, eh bien sur le théâtre de l'opinion, sur le théâtre des idées, sur le théâtre où il fait bon être victime, sur le théâtre où prévaut depuis 40 ans ce que j'ai appelé dans un livre ancien le syndrome vietnamien, c'est-à-dire le fait que c'est votre faiblesse qui fait votre véritable force et que c'est le plus faible, le plus apparemment victimisé, celui qui endosse avec le plus d'entrain les habits de la victime, eh bien ce théâtre est pulvérisé. Plus de primes à la victime, plus de renversement des rôles, plus d'anciennes victimes devenues bourreaux, plus d'États israéliens oppresseurs. On change la donne, on change le théâtre. Accessoirement, si cela était dit, et si une haute voix disait cela ici à Jérusalem et en prenait le monde à témoin, l'art militaire et l'art pastoral viendraient se nouer dans cet art politique réinventé, mais aussi
last but not least, ils se réconcilieraient tous les trois avec ce qui a fait l'originalité, la force, et qui le fait toujours du sionisme et d'Israël, c'est-à-dire la morale. Ce magnifique concept d'un État pas comme les autres, cette étrange et belle notion de pureté des armes, dont je peux affirmer, pour en avoir été témoin, qu'elle n'est pas morte dans Tsahal. J'étais avec une unité d'élite israélienne au Liban il y a 3 ans. Je suis, sauf erreur, le premier étranger à avoir été autorisé à entrer dans Gaza pendant les opérations avec une unité israélienne. Et je peux attester du fait que ce souci moral, ce souci d'éviter les cibles civiles, ce souci de faire en sorte que Gaza ne ressemble pas à toutes ces villes détruites que j'ai rencontrées dans ma vie et où l'idée de ruine et de destruction pèse vraiment son poids de sang et de mort, c'est pas Gaza. Ce souci moral, il est plus vivace que jamais en Israël, il est au cœur de notre rêve. Il serait magnifique que par cette réinvention du politique, par ce renouage des 3 arts, il vienne retrouver son rôle au plus haut niveau de ce pays et avec le plus vaste écho. Pour faire cela, vous l'avez, j'imagine, compris, pour opérer ce nouage, pour réconcilier ces mémoires, je ne vois qu'un homme. Ici, en Israël, cet homme, c'est le plus jeune d'entre nous, c'est le plus prestigieux des dirigeants d'Israël, c'est celui en qui toutes ces mémoires, la mémoire de Gédéon, la mémoire du roi David, la mémoire des pionniers du sionisme, battent à l'unisson dans son cœur et dans son être. Cet homme-là, qui est pour moi le seul, je vous le dis avec tout mon cœur, à pouvoir opérer cette résurrection-là, politique et morale, il s'appelle Shimon Peres, et c'est avec beaucoup de respect que je me permets de lui rappeler, de rappeler à son souvenir ce mot de l'écrivain français Blaise Pascal que nous avons parfois évoqué ensemble et qui disait que dans certaines parties, on ne perd jamais, que quand on joue de ce type de manière, qui perd gagne, et à l'arrivée, on gagne toujours, un peu ou beaucoup. Et lui rappeler aussi ce concept dont nous avons parlé à Paris longuement, ce concept qui me semble être le seul à même d'armer une politique digne de ce nom venant faire renfort au talent militaire d'Israël, qui est le concept d'une paix sèche. Le pari de Pascal et la paix sèche, voilà, Monsieur le Président, à mon humble avis, le programme. Je vous remercie.